Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 21 août 2023 et dans cette vidéo on va faire plein de trucs. Ouais, on va faire beaucoup de modifications sur le Home Lab. Donc on va faire du matériel, on va faire du Proxmox, on va faire du Debian et on va faire du serveur NFS. Ouais, tout ça en même temps. Alors, le Home Lab, c'est dessus qu'on a installé Proxmox. Initialement, il était composé d'une seule machine sur laquelle on a installé le serveur PVE1. Cette machine, c'est le Intel NUC 8i5BEH qu'on avait présenté dans cette vidéo-là. Dedans, initialement, il y avait 16 Go de RAM. Entre-temps, on a monté à 32. Un SSD de 500 Go NVMe sur lequel on a installé le système et qui a du stockage pour les machines virtuelles qui sont en cours de fonctionnement sur cette machine. J'ai rajouté un SSD de 240 Go pour avoir plus de stockage pour les machines virtuelles. Donc, dans cette vidéo, je vous avais montré le NUC, on avait fait des tests de consommation électrique, je vous avais montré la tête du BIOS. Donc, on ne va pas parler de tout ça aujourd'hui. Mais ce NUC-là, bon, c'est très bien. Pour tester les mises à jour de Proxmox, j'ai ajouté dans mon cluster Proxmox un deuxième serveur ici, PVE2, qui n'est pas très performant, mais il est là pour faire des tests de montée en version de Proxmox, de déplacer des machines virtuelles. Sauf que le stockage, il est en local. Là, local LVM, local LVM2 sont respectivement les SSD NVMe et SSD SATA. Et donc les machines, elles ont comme stockage des disques qui sont sur local LVM ou local LVM2. Et donc quand je bascule des machines virtuelles d'un serveur à l'autre, eh bien les données sont copiées physiquement du stockage de PVE1 sur le stockage de PVE2. Et récemment, je vous ai publié un petit tweet en vous mettant qu'il était urgent de faire quelque chose parce que le SSD qui est dans le NUC, qui chauffe d'ailleurs énormément, qu'il faut que je règle ce problème assez rapidement, eh bien le SSD il va pas très bien non plus, il n'est pas en top forme. J'ai des performances qui sont vraiment dégradées sur certaines machines virtuelles, celles qui sont sur le SSD problématique, hein. On l'a vu avec la mise à jour de MX Linux qui a pris un temps pas possible. Et donc ce matin j'ai envoyé ce petit tweet comme quoi le matériel arrivait. Et donc là j'allais passer aux choses sérieuses quoi, à faire mes petits bricolages, et je me dis tant qu'à faire, autant vous montrer ce qu'on va faire, ce que j'allais faire en off, autant qu'à faire enregistrer une petite vidéo. Alors j'ai acheté le NUC ici qui va accueillir uniquement le stockage des VM. Donc sur ce NUC on va mettre en place un serveur NFS, et sur Proxmox on va connecter ce serveur NFS. Comme ça, on va pouvoir déplacer le stockage des machines virtuelles. Donc, on aura un NUC qui va utiliser le CPU et la RAM pour faire fonctionner les machines, allouer la mémoire aux machines, allouer les unités de calcul, et le stockage sera sur un serveur NFS. Et comme ça, quand on basculera les machines virtuelles d'un serveur à l'autre, Proxmox, ce sera beaucoup plus rapide puisque le stockage n'aura pas à être déplacé. Et sur ce serveur NFS, on mettra aussi Proxmox Backup Server dans un deuxième temps, on fera ça plus tard. Bon, donc j'ai commandé ce NUC ici qui est un NUC, donc vous voyez NUC 5PGYH. Bon, il y a Windows 10, mais nous on va mettre Debian dessus. Donc c'est un NUC, ok, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc je vous montre pas le contenu de la boîte, c'est un truc classique. Vous avez donc le support pour mettre éventuellement derrière l'écran, donc nous ça on s'en fiche. Vous avez la notice du NUC, ok. Et puis, ce qu'il faut savoir, si vous ne savez pas, c'est une spécificité des NUC, au niveau de l'alimentation. Donc c'est une petite alimentation comme ça, propriétaire, avec ça qui se met donc dans le NUC, ça qui est donc le transformateur, et vous voyez que le transformateur, en fait, il y a deux broches là. Et dans les NUC, vous avez plein d'adaptateurs. Donc ici, moi, j'ai mis l'adaptateur pour les prises françaises, parce qu'on est en France. Donc hop, vous mettez comme ça, et vous avez votre adaptateur comme ça. Mais dedans, en fait, vous avez plein d'embouts différents pour les prises anglaises, pour les prises américaines. Voilà. Donc comme ça, c'est standard. De ce côté-là, vous avez donc ça, vous avez... celui-là, donc chaque petit truc est bien emballé. Voilà, ça c'est pour les prises américaines, anglaises, vous avez tout ce qu'il faut.
Donc c'est relativement bien emballé et c'est vrai que ce NUC, je l'ai acheté d'occasion donc sur Back Market. C'est mon deuxième achat, j'en suis vraiment pas déçu. Mais là, je vous avoue que c'est de l'occasion, mais de l'occasion neuf quoi. Parce que, regardez, le NUC là, il a encore le film plastique ici. Devant, il y a le film plastique. Donc, ce NUC par rapport à l'autre que je vous avais présenté est un petit peu différent parce que le bouton pour allumer le NUC, il est en haut, il n'est pas en façade. Devant, vous avez donc deux prises USB, il faut que je mette comme ça, voilà, deux prises USB-C avec deux couleurs différentes. Vous avez une prise casque micro. Sur le côté, là, il y a l'aération. De l'autre côté, il y a un emplacement ici pour, vous savez, pour mettre un cordon et éviter de voler. Bon, ça, je m'en servirai pas. Vous avez l'emplacement pour la carte SD. On déplacera d'ailleurs les images ISO qui sont sur la carte SD de l'autre NUC sur cette carte-là, sur cette machine-là. Et derrière, donc, on a la prise d'alimentation. On a une prise pour le microphone. On a une prise HDMI, une prise VGA, 1 gigabit Ethernet et deux ports USB-C également. Dessous, on a les petits pieds qui contiennent des vis. Et donc, ce que nous, on va faire, on va dévisser ça et on va y mettre dedans, quoi? On va y mettre dedans le Samsung 870Q Evo. Là, voilà, j'ai acheté ce SSD-là d'1 Tera qu'on va mettre dedans. Comme ça, sur ce SSD, on va mettre les images des machines virtuelles. Et le système, on va l'installer directement sur le NUC lui-même. Normalement, il y a une petite puce eMMC. Vous savez, c'est comme les puces qu'il y a dans certaines tablettes ou des choses comme ça. Donc, c'est pas du stockage très performant. Mais c'est pas grave, ça va faire le job. Hop. Donc là, voilà, comme d'habitude, c'est toujours délicat de vous faire des vidéos avec du matériel parce que il y a la caméra, tout ça. Donc là, vous voyez l'intérieur du NUC. Je vais juste retirer là les broches pour vous montrer la partie SSD, enfin la partie SATA, quoique remarquez, il n'y a pas besoin de débrancher, voilà, je peux faire comme ça. Donc vous voyez à l'intérieur, il y a 2 Go de RAM, c'est un processeur Intel Pentium quelque chose, mais ça va suffire largement pour faire un serveur NFS, on n'a pas besoin de puissance. Et puis vous voyez la petite puce eMMC, je sais pas où elle est, parce que ça c'est la carte Wi-Fi, c'est pas le SSD. Mais dedans il y a déjà du stockage sur lequel est installé Windows 10. Donc là, ce que nous on va faire, on va défaire ça tranquillement pour positionner le SSD. Quoique, remarquez, je dois pouvoir juste mettre le SSD comme ça. Ah non, voilà, on va faire ça bien, on est en vidéo ensemble. Donc, voilà, c'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos matérielles, parce que vous voyez, il faut que je jongle entre ce que j'ai à faire et ce que vous voyez. Hop, donc je vais enlever les vis. Donc c'est pour ça la vidéo elle va être un peu longue hein, finalement, mais c'est pas très grave. Hop, on va ajouter ce super SSD. Donc c'est très passionnant hein, de me voir dévisser des vis. Hein. Hop, c'est fabuleux. Donc comme ça, le stockage sera complètement indépendant des machines virtuelles de la machine qui fait exécuter le processeur et la RAM. Donc là, hop, je vais mettre ça comme ceci. Donc normalement, je dis bien normalement, tac. Normalement, vous avez des petites vis aussi là. Vous pouvez mettre des petites vis. Elles sont fournies avec le NUC. Alors vu qu'on est sur du SSD, ça va pas bouger. Hein, donc moi je vais pas les mettre parce qu'il n'y a pas les vibrations d'un HDD. Mais vous avez, voilà, clairement pourquoi je fais très peu de vidéos avec du matériel, parce que le temps que je retrouve mes affaires, bah ok. Hop, voilà, je vous montre ici. Il y a tout ce qu'il faut dans le sac. Vous voyez, il y a les petites vis ici, et donc on peut fixer le SSD comme il faut. Donc on a tout ce qu'il faut. C'est vraiment génial. Donc moi, hop, je vais juste le mettre comme ça. Hein, c'est pas très grave. Vous voyez que j'aurais même pu le pousser comme je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je l'aurais fait hors vidéo. J'aurais pas démonté ça. Vu qu'on fait une petite vidéo, autant essayer de travailler correctement. Alors,
ce NUC, je vais le brancher juste à côté de moi, qui sera en position pas définitive. Il sera en position temporaire parce que pour vous montrer l'installation, éventuellement, on va utiliser la carte d'acquisition. J'espère que ça va marcher du premier coup. Parce que c'est pas forcément dit que ça fonctionne du premier coup. Alors par contre, j'ai perdu, vous voyez, c'est ça. C'est que vu que je parle, je fais des trucs en même temps, j'ai perdu une vis. Donc ça c'est bien, hein, c'est marrant. Pour ça, voilà, je travaille pas dans un écosystème très... j'allais dire... voilà, je suis sur un bout de bureau pour que vous ayez la caméra. Donc c'est vraiment pas terrible. Je sais pas où est la vis, là. J'ai perdu la vis. J'ai perdu une vis. Bon, c'est pas très grave. C'est pas le but de la vidéo. On s'en occupera, après. Hein, hop. Et donc, je vais remettre ça en place. Toc. Voilà, dans le bon sens, c'est mieux. Et donc, ce que je vais faire, je vais brancher... Ah oui, il faut que je prévoie une clé USB, sur laquelle je crois qu'on a Debian dessus déjà. Je vais aller vérifier de ce pas, parce que vous savez que les images ISO de Debian, j'en ai pas forcément sur mes clés USB. Tac, oula. Donc, hop, je vais ici aller voir, Ventoy, ISO... Non, j'ai qu'une Debian 11 sur ma clé USB. Alors, hop, je vais mettre une ISO de Debian 12 que j'ai dans le coin. Copy, ISO, paste. Ah oui, vous voyez pas l'écran, mais en gros, voilà, c'est juste ma clé USB Ventoy et puis dedans j'ai mes images ISO. Tiens, d'ailleurs, celle-là on peut l'enlever, ah, pas besoin. Hop, tac. Donc je vais déconnecter ça. Ok, je vous remets la webcam. Ok, et donc le temps que la clé USB se défasse, ce qu'on va faire, on va brancher l'alimentation. Donc vous voyez, c'est une vidéo qui fait déjà 12 minutes, je vois au niveau de l'enregistrement, donc c'est... Voilà. On aurait pu le faire sous forme de live, mais comme ça au moins, vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez regarder la vidéo, c'est... On prend son temps, hop. Donc bien sûr, hop, j'ai prévu une rallonge, ok, vous voyez, parce que je travaille sur un petit bout de bureau. Tac, ça c'est bon. Donc, on va mettre la carte d'acquisition en HDMI. Tac, j'ai pris un câble réseau qui est super long. Voilà, un câble de réseau de 5 mètres, c'est parfait. D'ailleurs, c'est le même, je crois qu'on avait utilisé dans la vidéo. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a besoin? Oui, on a besoin d'un clavier. J'ai besoin d'un clavier que je vais mettre là. Hop. Et on va avoir besoin de la clé USB que cette fois-ci, je peux retirer. Voilà. Alors, je vais mettre la clé USB dessous. C'est très bien. Et donc maintenant, le but de la manœuvre, ça va être de trouver la carte d'acquisition. Alors, General Webcam, c'est pas ça. USB vidéo, ça doit être ça. Ok. Ça fait quoi là? Ouais, ça va changer un peu ça. Tac, ok. Donc là, on devrait voir. On va faire comme ça. Ça, vous voyez les deux. Tac, j'allume. Le NUC, c'est F10. Ok, oh bah génial, si ça marche du premier coup. Ça doit être F10 hein, pour aller dans le BIOS. Génial. Non, c'est pas tout à fait ça. Donc, le NUC est allumé. Je vais le mettre ici. Je vais vous mettre... Ok. Ça, que vous voyez bien. Je sais pas comment je peux vous mettre ça. Hein. Hop. Comme ça, et comme ça, c'est bien comme ça, non? Alors par contre, c'était pas ça que je voulais faire. Je vais faire CTRL là-dessus. Ce que je voudrais, c'est aller dans le BIOS pour probablement désactiver le Secure Boot. F2 pour rentrer dans le BIOS. Ouais, c'est écrit petit, mais ouais, c'est quand même sympa avec la carte d'acquisition. Donc comme ça, vous voyez le BIOS, et de toute façon, moi j'ai que ça comme retour vidéo d'ailleurs, au passage. Donc, c'est un BIOS avec une souris. Et je n'ai pas pris la souris. Ah, c'est pas terrible. On va faire avec le clavier. Advanced.
Donc là, vous avez toutes les infos. Date, on est le 21 août, c'est parfait. Time, il est 15h34. On va mettre à la bonne date et à la bonne heure. Alors, tabulation 34. 7. Voilà. C'est bien ça. Donc vous voyez, il y a 2 Go de RAM dedans, mais c'est largement suffisant. Hop. On va naviguer au clavier. Tac, 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 tac. Donc, device et périphérique. Donc, là-dedans, l'USB c'est activé. Le SATA, je vais vérifier que c'est activé. Oui. Il a bien détecté le Samsung SSD. Vidéo, onboard devices. Je vais juste vérifier que tout est là. Oui. PCI, on s'en fiche. Alors, hop. Cooling, je vais regarder à quoi ça ressemble. Donc là, on est en balanced. Effectivement, le NUC fait pas de bruit, mais je vais laisser par défaut. Hop, ici. Donc là, c'est ça qui m'intéresse. C'est de voir si virtualisation, c'est activé. Ça, c'est bon. Alors, visiblement, il n'y a pas de Secure Boot. Il n'y a pas de Secure Boot activé. Hein. OK. Alors, c'est peut-être dans Boot. Je vais voir dans Power, énergie efficiente performance. D'accord. Et dans Boot, c'est peut-être là, UEFI Boot. Donc, on voit le Windows ici. Donc, nous, on va l'écraser. Et, ah si, par contre, là, on va aller changer ça. Parce que par défaut, il va démarrer sur le disque. Non, on s'en fiche. D'ailleurs, on va désactiver le Legacy Boot. Nous, on a besoin que de l'UEFI. F10, Save and Exit. Yes. On va démarrer sur la clé USB et on va installer Debian. Alors, l'installation de Debian, je vous la mettrai en accéléré parce qu'en fait, il n'y a rien d'extraordinaire dessus à faire. Donc, F10, tac, boot menu, clé USB. Ouais, donc le Secure Boot est bien désactivé. Je démarre ma Debian 12. Donc, installe. Vous savez que j'ai horreur. J'installe pas souvent Debian, mais j'ai horreur d'installer Debian en mode graphique. Même si on peut, avec le mode graphique, vous savez, naviguer avec le clavier. J'ai horreur de naviguer avec le mode graphique. Donc, hop, France et France. On va installer une Debian vraiment minimale. J'aurai juste besoin d'un serveur SSH. Et c'est tout. Et c'est tout. Juste un serveur SSH. Le serveur NFS, on va l'installer après. Une fois que la machine sera démarrée. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, une fois que la Debian sera installée, je démarrerai, je vérifierai que ma Debian, je peux bien m'y connecter en SSH dessus. Et après, j'irai la mettre à son emplacement définitif, cette machine, ce petit NUC, pour pas que ça reste à côté de moi. Et qu'une fois que le serveur NFS sera connecté, enfin que Proxmox sera connecté au serveur NFS, et ben, j'ai pas à couper la machine, quoi. Donc j'irai mettre la machine à côté des autres, sur l'onduleur, là où ça va bien. Donc je vous passe l'installation physique, puisque en fait le NUC est tout simplement, l'autre NUC Proxmox est tout simplement dans mon meuble télé. Ah, j'aurais pu désactiver le Wi-Fi. Bon, c'est pas grave. Hop, donc Realtek. J'aurais pu désactiver le Wi-Fi. Non, pas grave. Je le ferai au redémarrage. Désactiver le Wi-Fi. Ça sert à rien. Alors, comment on va l'appeler? On va l'appeler NFS, tout simplement. C'est bien comme machine, NFS. Continuer. Hop, domaine linuxtrix.lan. OK. Donc, mot de passe du super utilisateur. Je vais mettre ça. Tac. Merde. Pour le moment. Est-ce qu'on est... Je crois qu'on est obligé de créer un nom d'utilisateur. Hop. Hop. Voilà, ça c'est bien comme mot de passe. Je crois que vu qu'il a détecté du DHCP, il m'a mis une IP en DHCP, on mettra une IP fixe après.
Ne vous inquiétez pas. On va faire du Debian. On va faire du Debian. Comme ça, vous allez voir comment on met une IP fixe alors qu'on a du DHCP. Bref. Alors, partitionnement manuel. Partitionnement manuel. Donc, ici, nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. C'est la petite carte MMC SD. C'est là-dessus qu'est installé Windows, vous voyez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ça, c'est la partition ESP. Donc, utilisée comme UEFI. On va effacer les données de la partition pour repartir de 0. Et fin du paramétrage. Ensuite, on va tout supprimer, ce qui est de Windows. Donc vous voyez là, c'est pas une installation comme on fait d'habitude en machine virtuelle. Hein. Là, il y a déjà un système qui est installé. Donc là, je vais supprimer partition. OK. Et donc, sur l'espace libre qui reste, on va créer une nouvelle partition de 1 giga. Sur cette partition, on va mettre /boot. Fin du paramétrage. Ensuite, vous savez, j'adore le LVM. Donc, sur l'espace libre restant, on va créer une nouvelle partition. Cette partition, on va l'utiliser comme volume physique pour LVM. On va lui mettre un nom, route VG, comme j'ai l'habitude. OK, fin du paramétrage. Et maintenant, on va configurer le LVM. Tac, ici. Donc là, on va écrire les modifs. On va créer un groupe de volume. Route VG sur ceci. Tac. Voilà. Et maintenant, on va créer un volume logique. Route LV qui va faire 20 gigas. Tac. C'est là-dessus qu'on va mettre la racine. Et on va créer un autre volume logique. Ici, swap LV, vous avez compris, c'est du swap. 2 gigas de swap. Et il va rester de l'espace libre, mais c'est pas grave. Je garde l'espace libre au cas où j'en ai besoin. Et après, on va créer ici sur notre swap LV notre swap. Page d'échange. Fin du paramétrage. Et sur notre route LV, on va utiliser comme système de fichiers ext4, point de montage, racine. Hop, et voilà. Et donc là, par contre, si il faut peut-être, là, il monte automatiquement. Hein. Je pense que Debian monte automatiquement dans boot EFI hein, pour ça. Hop, et donc là, c'est terminé. Donc on va voir le récap. Table de partition des périphériques suivants seront modifiés. Donc route VG, route LV. Ok, ok. Faut-il appliquer? Oui. Donc ça paraît un peu compliqué. C'est vrai que de ce côté-là, Red Hat c'est un peu plus simple, c'est un peu plus graphique. Par contre, la tentative de montage d'un système de fichiers VFAT sur la carte partition 1 a échoué. Alors oui, on va recommencer le partitionnement. Il veut pas monter. Il n'arrive pas à faire le EFI. T'arrives pas à faire de l'EFI pour ça, Coco? Donc c'est bien cette partition-là. Partition système EFI. Ouais. Vas-y, on va lui remettre. Ok. Fin du paramétrage. Je sais pas. Ouais.
Est-ce qu'il veut cette fois-ci? Ouais, ok, bon, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié. Donc là, je vous accélère, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, donc on ne va juste pas participer à l'étude des paquets. Et là arrive Task Cell, donc on va cocher serveur SSH, on va décocher l'environnement de bureau qui je crois est toujours sélectionné par défaut lorsqu'on installe Debian. Hop, j'enlève ça, je mets serveur SSH, je garde les utilitaires usuels du système quand même, et je vous accélère, ça va prendre quelques secondes. Et voilà, donc l'install est terminé. Ce que je vais faire, je vais vous remettre ça comme ça. Je fais continuer. Je vous montre qu'on va retirer la clé USB quand ça va redémarrer pour vérifier que ça redémarre bien sur notre Debian sans la clé USB. Vérifier que c'est OK. On va paramétrer un petit coup le réseau quand même. Oh, regardez, c'est beau, une Debian qui démarre. Hop, je remets en grand. On va donc mettre une interface réseau. Le temps que ça s'installait, je me suis dit peut-être que le serveur NFS, je vais pas l'appeler NFS, mais je vais l'appeler NFS 1. Des fois qu'un jour on a un NFS 2. Donc route, oups. Route. Je le mot de passe qui va bien. Donc je me connecte pas en SSH tout de suite. Hein. Je fais un petit apt update. Je vais installer juste quelques outils que j'ai besoin. Htop, nmon, vim, voilà. Toc. Ensuite, on va changer le nom d'hôte. Donc si je vous fais un hostname ctl, ok, donc vous voyez static hostname, donc je vais juste le mettre hostname ctl suivi de quoi? Et bien d'un petit nom, set hostname, et donc je vais l'appeler nfs1.linuxtrix.lan. Voilà. Tac, donc ça c'est bon. Ensuite, je vais aller éditer etc apt source.list. On va aller modifier. Donc là, j'ai quoi? J'ai main non-free firmware. Et ben, on va juste ajouter en plus non-free firmware. Je vais ajouter donc non-free firmware. Je vais ajouter non-free. Je vais ajouter contrib. Voilà, systématiquement, je les ajoute ces dépôts. Hop. Ok. apt update. Bon, le clavier fait un peu de bruit parce qu'il n'est pas bien calé sur le bureau. Et donc ici, si je fais un IPA, vous voyez l'adresse IP, c'est 192.168.21.100. C'est pas terrible. Et donc ce qu'on va faire, on va aller éditer le fichier etc network interfaces. Ouais, ça a bugué un peu dans la tête. Hop. Ah oui, il faut que je désactive le Wi-Fi aussi. Donc eface enp3s0 inet, et donc là on va mettre statique. Voilà, on va lui mettre une adresse address, donc 192.168.21.200. Qu'est-ce que je vais mettre? 252, c'est disponible. Netmask 255.255.255.0 gateway, donc la passerelle
92.168.21.254. C'est passionnant, hein. Et après, par contre, les DNS, alors sur Debian, les DNS, ça dépend si vous avez le paquet resolve-conf qui est installé. Donc je vais juste vérifier ça, dpkg-l resolve-conf. Est-ce qu'il est installé? Non, il n'est pas installé. Parce que s'il est installé, il faut mettre dns-name servers dans le fichier network interfaces. S'il n'est pas défini, eh ben, on modifie juste le fichier etc resolve.conf. Voilà. Et donc là, eh ben, c'est très bien, il a repris ce que j'avais dans le DNS. Par contre, je vais juste rajouter search linuxtrix.lan. Voilà. J'enregistre, je reboot. Donc, on va aller dans le BIOS, on va aller désactiver le Wi-Fi que j'ai oublié de faire tout à l'heure. On va vérifier que sur notre PC fixe, on arrive bien à se connecter sur la Debian en SSH. Bon, on désactivera le Wi-Fi plus tard. C'est pas le but de la vidéo, remarquez. On va juste vérifier que le nom est bon, l'adresse IP est bonne. Donc là, je vais juste vous réduire ça. Je vous enlève la caméra dont on n'a plus besoin pour le moment. Hop, on va faire un petit coup de SSH 192, 168, 21, 252, on a dit. Ah oui, ok. Je me suis déjà connecté sur une machine avec cette IP là. Hop, yes. Ok, c'est bon ça. Hop. Et ben ça marche bien. Je vais juste modifier un petit paramétrage. SSH déconfig. Je vais juste modifier le permis root login que je vais mettre à yes. Hop. Pour envoyer ma clé. Ah mince. Oui, un peu moins. Voilà, pour envoyer ma clé. Donc là, hop, SSH, copy id, route @ 192, 168, 21, 252. Tac. Comme ça, j'ai plus besoin de me connecter et je peux avec le mot de passe. Et si je fais juste ça, SSH route, hop, regardez, il me demande la passphrase et je suis connecté du premier coup. Donc, on va couper tranquillement notre NFS 1. Voilà. Je vais aller l'installer. Alors, je vous enlève la carte d'acquisition, la caméra. Je vais installer le NUC à son emplacement et je vous reprends juste après. Voilà, tout est installé, étiqueté au niveau de l'alimentation et du réseau. Donc c'est un câble noir, Hop, et donc maintenant, si je fais un petit ping NFS 1, ça ping. Donc on va pouvoir s'y connecter. Et voilà, bon, allez, c'est bien. C'est bien, mais maintenant, on a donc un serveur NFS, mais, enfin, un serveur Debian, sur lequel NFS n'est pas installé, et sur lequel, pour le moment, si je vous fais un petit fdisk-l, ben vous allez voir qu'on a donc notre disque MMC BLK0, qui est le disque incorporé hein, dans le NUC, donc avec tout ce qui va bien pour la Debian. Par contre, maintenant, on a notre dev SDA qui, lui, n'a rien du tout. Donc, on va installer notre serveur NFS, mais avant, on va juste se faire une partition pour utiliser notre dev SDA pour stocker les images. Donc, on va faire un petit cfdisk dev SDA. Hop, voilà.
On va mettre GPT, c'est très bien. On va faire une nouvelle partition. Je ne vais pas faire de LVM, hein, puisque là, il n'y a pas besoin de faire de LVM. Je fais une grande partition que je vais mettre en système de fichiers Linux. Écrire yes. Quitter. Donc si je fais le petit fdisk-l dev sda, vous voyez maintenant que j'ai ma partition ici. mkfs.ext4. Alors je vais juste utiliser une option spécifique qui est -m2 dev sda1. Le M2 permet juste de régler ici les blocs réservés. Par défaut, en pourcentage, c'est 5%. Donc ça veut dire que 5% des 1 Tera vont être consacrés à, des blocs réservés. Et donc 5% de mon Tera n'est pas utilisable. Donc je mets 2%. Ce qui me laisse... ouais, non, même pas. 1 aurait suffi. -M1 dev SDA1. Voilà. Ce qui fait que là, quand je fais mon df-h, vous voyez rien du tout parce que c'est pas monté pour le moment. Mais vous verrez qu'il y a un petit... Entre la taille et puis ce qui est disponible, il y aura une petite différence. Donc là, mon volume, je vais le monter. Je vais créer le point de montage, mkdir/nfs. Je vais monter là-dedans. Et je vais faire un vi etc fstab. Voilà. Toc. Donc je vais mettre nfs ici, uuid égale. Je vais aller récupérer l'uid. /nfs en ext4. Les options no at time, ce sera très bien. 0, 0. Pas de vérification. Et je fais un petit lsblk-f. Attends, je vais juste vérifier quand même. J'ai bien remis le son au niveau de mon micro. Oui, c'est ok, c'est le principal. Et donc, mon dev SDA, son UID. C'est ça. Tac, que je vais donc mettre ici. Et pour vérifier que tout est bon, mand-a et ça marche. Cette fois-ci, je fais un df-h. On voit que mon /nfs, il est monté. Et donc, vous voyez, là, en utilisé, j'ai rien du tout. Par contre, vous voyez, entre la taille totale et ce qui est dispo, il y a un petit delta. Donc, c'est le 1% qui reste ici, qui font 9 Go. 1% de 916 Go. Okay. Donc, maintenant que là, on est prêt, on a le système de fichiers, on va installer le serveur NFS avec un petit apt install nfs kernel serveur. Voilà. Donc là, on installe ça. On n'a que ça à installer. Ensuite, on va activer et démarrer le service. Donc ça, c'est simple. On va laisser finir tout ça. Ok. Donc systemctl enable --now nfs serveur .service, on peut préciser. Comme ça, on l'active et on le démarre au passage. Je vais aller éditer, je l'ai vu passer, le fichier etc idmapd. Voilà. Et dedans, alors c'est pas là, d'ailleurs je vois qu'il est pas ajouté, mais ah si, il est là. Domaine linuxtrix.lan. C'est facultatif, mais j'aime bien le mettre. Comme ça, on est tranquille. Voilà. Et puis, maintenant, eh ben, on va aller juste paramétrer notre point de montage. Donc, vous avez vu, c'est /nfs. Donc, on va aller paramétrer ça dans etc exports. Ici. Et donc, /nfs. Ça, c'est le nom de mon partage. Et ensuite, on va mettre des options. Donc, on va autoriser uniquement 192, 168, 21. Bah non, j'ai deux serveurs. Donc, on va mettre les deux serveurs. C'est 250, hein, je crois. Attendez. Ping PVE1
Ok, c'est 250. Et l'autre, PVE2, c'est 205. Ok. Donc, on va autoriser 250 et 205. Et là, on va lui mettre donc des options. Read-write, évidemment. On va mettre async pour que ce soit plus performant dans notre cas. Je vais mettre no root squash. Voilà. Et je vais mettre le no substrate. No substrate. Check. Merde. Je vais réécrire. No substrate. Check. Voilà, voilà. Et puis, ben, finalement, je vais hop, copier ça une autre fois. Alors, ça m'a fait n'importe quoi. Hop. Pour autoriser le 205. Ok, voilà. Donc ici, je vous mets juste sur une même ligne. Là, j'autorise. Donc, je crée le point de montage NFS. Il sera accessible uniquement pour cette machine-là et cette machine-là, qui sont mes deux serveurs Proxmox. Et donc, je mets les options là. Si on veut faire quelque chose de beaucoup moins sécurisé, on peut faire un truc de ce style-là. Alors, bon, c'est pas terrible. Vous savez, vous pouvez autoriser un réseau complet juste en mettant ça. Mais là, ça veut dire que toutes les machines qui sont sur mon réseau avec cette ligne-là peuvent accéder au serveur NFS en lecture-écriture. Donc, c'est pas terrible. Hein. Donc, je préfère bien mettre comme ceci les deux machines avec leurs différents droits. J'enregistre. Et pour vérifier que tout fonctionne bien, je fais un export fs-a. Et ensuite, je reboot pour vérifier que tout est bon, que tout se remonte bien automatiquement. Et une fois que c'est fait, eh ben on va aller paramétrer ça dans notre Proxmox. Donc, pour ça, moi j'ai bien allumé les deux nœuds, hein, puisque en fait, vu que c'est un répertoire réseau, il va se monter sur les deux, donc c'est mieux d'avoir les deux nœuds qui soient opérationnels. Donc là, je vais juste attendre que la machine ait redémarré et donc que le serveur NFS soit opérationnel. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je reviens là. Et donc, pour ajouter un stockage NFS dans Proxmox, on va sur le Data Center. On va dans Storage. On fait Add. Et là, on va ajouter un stockage qui s'appelle NFS. Donc là, je vais l'appeler NFS. Le serveur 192.168.21.252. Et là, hop, regardez, il m'a trouvé automatiquement parce que j'ai le droit d'y accéder. Je vais y mettre des images disques. Je vais y mettre les conteneurs. Et c'est tout, comme local LVM. Je mets ça sur tous les nœuds, je l'active. Je vais lui forcer une version très récente de NFS. Vas-y, tac, il est là, NFS. Et vous voyez qu'il est apparu ici dans mon PVE1, le temps que la petite cuisine se fasse. Dans PVE2 et dans PVE1, hop, je vois ici le stockage, il est disponible. Il est disponible là, ça a pris un petit peu plus de temps sur PVE2. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux prendre ma Linux Mint, par exemple, tiens, et je vais lui dire, bah tiens, le disque, déplace-moi le stockage et envoie-moi le stockage sur NFS. Supprime la source, hein, j'ai pas besoin. Ah, il y a des snapshots. Donc je vais enlever les snapshots. Touc. Je reviens là, hardware. D'ailleurs, je peux enlever le système rescue CD, disque action, move storage. J'envoie sur NFS, je supprime la source puisque j'ai pas besoin de garder le stockage sur PVE, hein, sur le stockage local ici. Et donc là, vous voyez que le transfert est en cours. Ce qui est intéressant, c'est que je passe de LVM
donc d'un volume LVM fin, vers une image au format QCOW2. Donc là, le transfert se fait. Tranquillou, je vais le laisser hop, en arrière-plan, vous voyez, Move Disk. Donc ça se déplace. Si je reviens là et que je me connecte sur le serveur NFS, que je vous lance un petit Nmon, DN, voilà, que vous voyez au niveau du disque et du réseau. Donc là, on voit que l'image, elle arrive tranquillement sur mon dev SDA1 qui contient donc le fameux /NFS. On voit que la carte réseau, elle réceptionne à fond la caisse. Et donc ça, c'est pas mal. La vidéo, ça fait 1h06 que ça tourne, moins les coupures que je vous ai fait, donc ça fait une bonne vidéo d'1 heure déjà. Ce qu'on peut faire aussi, ce que je vais faire, alors probablement hors enregistrement, parce que ça commence déjà à faire beaucoup. Là, vous savez, sur mon PVE1, j'ai un volume ISO. En fait, c'est la carte SD qu'il y a sur le serveur Proxmox. Il y a une carte SD sur laquelle j'ai stocké mes images ISO. Donc ce que je vais faire, je vais juste sortir la carte SD de ce NUC-là, et de remettre la carte SD dans le NUC NFS. Je vais faire un autre partage NFS. Et je vais monter ma carte SD sur /ISO, pareil, hein, je vais faire ça, mkdir /ISO. Je vais faire un point de montage, je vais monter ma carte SD sur /ISO, et je vais faire un partage NFS sur /ISO, et pareil, je vais monter ici un deuxième, dans stockage, là, je vais monter un deuxième NFS, là, je vais l'appeler ISO, et en fait, j'irai chercher là, dans le export, le /ISO, que j'aurai paramétré. Et voilà. Et donc là, je pourrais retirer ça qui /ISO, c'est en local sur PVE1 et c'est en local sur PVE2. Là où j'ai aussi un /ISO. Alors c'est pas très propre hein, ce que j'avais fait, mais j'ai aussi un /ISO qui contient de fait pas les mêmes images ISO. Donc comme ça, mes images elles seront utilisables et comme ça, si je bascule une machine virtuelle d'un serveur à l'autre, bah, le stockage n'a pas besoin d'être transféré. Et donc s'il y a une image ISO qui est attachée à la machine, eh ben, ça ne va pas me poser de problème. Et ça, je vais le faire juste après. Et donc, par contre, je ne redémarrerai pas, bien sûr, le serveur NFS. Hein, je ferai juste un export fs-a pour réexporter les partages NFS. Hein. Tac. Et donc là, pour le moment, il y a un petit truc qui est vraiment pas très propre, c'est que ma machine NFS1, elle a qu'une seule carte réseau, qui est exactement la même pour recevoir les données en NFS et gérer le système. Alors là encore, ça va à peu près, parce que c'est essentiellement du trafic NFS qui va occuper la carte réseau. Par contre, sur PVE1, le souci, c'est que là, j'ai qu'une seule carte réseau sur PVE1. Et donc, c'est la même carte réseau qui va recevoir les mises à jour des machines virtuelles, recevoir je sais pas quoi à travers le réseau, et qui va aller en même temps retransmettre sur le serveur NFS. Donc, dans l'idéal, il faudrait quand même que sur les serveurs Proxmox, j'ai deux interfaces réseau, une qui soit dédiée, j'allais dire, à l'internet, au réseau local et tout ce qui va bien, et une qui soit dédiée entre le serveur Proxmox et le serveur NFS. Ça, c'est beaucoup plus propre, mais évidemment, c'est pas possible là en l'état. Je mettrai peut-être une carte réseau en USB 3. Je verrai comment ça va se faire. Mais en tout cas, vous voyez que ça fonctionne quand même relativement bien avec peu de moyens, juste des petits NUC. Hein. Je vous remets le Nmon là. Tac, tac. Donc, vous voyez, ça réceptionne toujours, ça écrit sur le disque. Et si je vous montre ici au niveau du CPU et de la mémoire, vous voyez, donc là, la carte réseau réceptionne. Vous voyez que le CPU, il n'est pas non plus super sollicité plus, sachant que là, il y a énormément d'écritures qui se font. Et au niveau de la mémoire ici, donc sur les 2 Go de RAM, et vous voyez que on en a combien d'utilisés? On en a, alors je vois pas très bien avec Nmon, free-m, je préfère comme ça. Voilà. Donc sur le giga de RAM, on n'en a que 400 qui sont utilisés, le reste tout est utilisé en cache. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de libre, mais le tout est utilisé en cache. Donc c'est génial, et vous voyez que ça marche bien. Juste, on va attendre que, c'est ça que je voulais vous montrer, on va attendre que la machine soit complètement transférée
ici, je vais vous démarrer la Linux Mint pour vous montrer que ça marche bien. Hop, voilà, donc le transfert est terminé. Je vais vous démarrer la petite Mint. Donc on a déplacé Mint. Hop, donc c'est parti. Je vous démarre là. Je vais vous ouvrir même là la console comme d'hab. Tac. Top. Comme ça, le temps que la machine démarre, si je reviens ici sur le stockage, vous allez voir que la partie NFS, voilà, ça commence à monter un petit peu au niveau du stockage. Donc là, forcément, mon stockage local, il a baissé. Et là, j'ai ma Linux Mint qui démarre toujours aussi bien. Et donc, maintenant, si je déplace... Je vais vous mettre la Mint un tout petit peu plus petit. OK. Maintenant, si je déplace ma VM Linux Mint Migrate, je l'envoie sur PVE2, vous allez voir que ça va être très rapide puisque vu que le stockage il est sur un serveur NFS, ben, il va juste nous changer hop, les deux serveurs ou pas, parce que je suis en train de voir que j'ai pas mis en place virgl sur PVE2 qui correspond à l'affichage de ma Mint. C'est raté. Donc je vais juste, d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je le mette en, place. Je vais me remettre temporairement là pour la vidéo. Hop, en Spice. Tac. Je vous raffiche la console. Hop, always on top. Et même pendant que la Linux Mint démarre, c'est pas grave, hein, si elle est en train de démarrer, on s'en fiche, je vais la migrer. Tac. On peut migrer le système quand il est en train de fonctionner. C'est l'avantage de la migration. Donc là, vous voyez qu'il va migrer 4 Go, c'est ce qu'il y a en mémoire, contenu de la mémoire. Et vous allez voir que ma Mint, là, je vais l'utiliser tranquille pendant qu'il est en train de la migrer. Hein, pas de problème. Regardez. On va pas de problème. Il m'a redémarré la VM. Il y a peut-être un truc à... Qu'est-ce que j'ai... Pourquoi il m'a redémarré la machine? Il n'est pas censé redémarrer la machine. Oh, le petit coquinou. Il m'a redémarré la machine. Alors, il y a peut-être un truc que j'ai oublié de paramétrer pour les migrations à chaud. Quoi, je ne sais pas. Pourtant, on l'a fait à travers une vidéo avec le... Ah non, c'est bon. Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Ah non. Bon. Il m'a redémarré la machine? Ou c'est juste l'affichage qui a... On va regarder, on va faire un petit uptime vite fait. Je pense pas qu'il m'ait redémarré la machine. C'est juste qu'il m'a reconnecté la console Spice. Attendez. Alors, uptime. Non, non, il m'a redémarré la machine, dis donc. Petit coquinou. Alors, attendez, hop, je vais regarder. On va refaire une migration htop. Je vais laisser le htop ouvert. Migrate. Je reviens dans l'autre sens. C'est peut-être parce que j'avais la console graphique ouverte. Je ne sais pas. On va regarder. C'est vrai que la migration, c'est bien dans le cadre serveur. Hein, donc on n'a pas souvent de console ouverte comme ça. En plus Spice. Je vais attendre qu'il migre. Et on va revoir si on a toujours notre htop. On va revoir arriver la Mint ici. Ok, il migre. Client close connection. Ouais. Il y a un truc... Ah non, c'est juste qu'il a un problème pendant la migration. Et donc, vu qu'il a un problème, il m'arrête la machine. Ok. Donc ça, je regarderai. Je regarderai ce qu'il y a à paramétrer. Alors, est-ce que ça vient vraiment du client Spice graphique ou pas? Je vais enquêter là-dessus. Je vais enquêter là-dessus.
je pourrais le faire avec... Autant un conteneur, c'est sûr, il s'arrête. Mais une VM, il faudra que j'aille un petit peu plus loin dans les détails. Attendez, on va se remettre. Je vais migrer juste une machine qui est en mode serveur. Par exemple, la Alpine Linux, tiens. Je vais la migrer. Je vais l'arrêter comme ça. Stop. Oui. Je vais prendre quelque chose où je suis sûr que ça fonctionne. Que ça fonctionnait avant. Hop, je vais lancer ma petite Alma Docker. Voilà. Je me demande si j'avais pas cassé l'Alpine. Donc là, je vais aller dans Hardware. Hop, le disque, je ne vais pas me casser la tête. Je vais le migrer alors que la machine, elle tourne. Pas un problème. Ok. C'est parti, mon kiki. Donc, je vais utiliser la machine en attendant. Est-ce que j'avais installé HTOP? Oui, j'ai installé HTOP. Donc, comme ça, on va garder le HTOP fonctionnel. Et on va essayer, donc sans interface graphique, de migrer la machine Alma Docker. Ah, puisqu'ici, j'ai laissé quoi? J'ai laissé... Je cherche, voilà, j'ai laissé l'affichage default. Voilà, c'était ça que je cherchais. Voilà. Donc la migration se termine tranquillou. Et une fois que c'est fini, on va migrer la VM. Donc, ce qui est marrant, c'est que vous voyez, on peut déplacer le stockage de la VM et la VM continue à tourner. C'est l'avantage de la virtualisation, de la haute dispo. Je vais laisser terminer quand même bien l'écriture. Ok. Tac. Task OK. Donc là, ma machine elle est toujours fonctionnelle. Clear. HTOP. Alors, je vais regarder la config de la machine. Ok, on est bon. Alors, est-ce que c'est le processeur host qui pose problème? On va tout de suite le voir. Je vérifie. J'ai que ça qui est accroché. Donc là, je fais migrate. Je migre la machine. Et donc là, ça va être le suspense. On n'a pas d'affichage graphique. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est qu'il me trouve un logical volume, local LVM. Pourquoi il me trouve encore un local LVM là? Pourtant, j'ai rien. Attendez, on va juste annuler la migration. Ouais, là, il y a encore le disque. Il y a encore le disque qui est attaché. Va falloir que je me méfie dans la migration des machines, hein, parce que je pense que j'ai des machines qui sont dans des états assez bizarres. Hop, voilà. Donc j'ai juste retiré manuellement le volume logique qui ne s'est pas supprimé sur le disque local LVM, mais qui a vraiment un problème, celui-là. Hop, donc je reviens ici. Route. Cette fois-ci, il n'y a vraiment plus rien d'attaché. Je redéplace la machine, migrate. Donc là, il ne va plus voir le stockage local, normalement. Ok. Et donc, on va vérifier que... Tac, migration complète. Donc là, juste... Ah non, il me redémarre. Hein. Il me redémarre la machine. Alors, il faut vraiment peut-être que je mette en place le... J'allais dire le achat, mais non, parce qu'il n'y a pas besoin, vu qu'on l'avait fait. On avait fait une démo, hein, quand il y avait du stockage local, et là il redémarre la machine, je sais pas pourquoi. Faut que j'enquête, je sais pas pourquoi il me redémarre la machine. En tout cas, il me bouge pas le stockage, c'est déjà pas mal. Et on a notre stockage sur du NFS et plus en local sur la machine. Va falloir que je regarde pourquoi il me redémarre les machines. Là, c'est pas le but de la vidéo. Je vais faire le petit diagnostic tranquillement à tête reposée.
En tout cas, j'espère que cette vidéo, qui est très longue, hein, donc je vous mettrai du chapitrage, évidemment, vous aura plu sur la mise en place de ce petit NUC avec du NFS sur le Home Lab. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye. Hop là, finalement, j'ajoute quand même une petite précision quelques minutes après avoir commencé à monter la vidéo. C'est bien ce que je pensais hein, ici. C'est parce que je suis en CPU host et qu'il y a vraiment une trop grande différence au niveau des processeurs entre les deux machines. Hein, PVE1, on a un Intel Core i5 8259U. Et là, sur le PVE2, vous voyez, j'ai un Intel Pentium G850. Donc, c'est pas du tout la même génération et pas du tout les mêmes processeurs. Et donc là, hop, si je reviens sur mon Alma Docker, que je remplace le host par QEMU64. Alors, je vais juste redémarrer la machine. Je vais pas plus loin que le Grub, puisque c'est une Alma Linux 9. Et donc, il me faut au moins un CPU qui soit compatible avec l'instruction x8664v2. Je vous laisse sur le Grub ici, je vous montre. Je redéplace ma machine. Et là, c'est vraiment un problème de matériel. Le serveur en lui-même est vraiment... les deux serveurs n'ont pas du tout le même processeur. Et avec un processeur émulé, vous voyez que la machine ici ne redémarre pas. Elle reste bien active. Donc avec non pas host mais QEMU64. Donc quand j'aurai basculé sur Proxmox Virtual Environment 8, j'équiperai mes machines virtuelles du x8664v2. Hein, et comme ça, je pourrai les basculer de l'un à l'autre et mes systèmes les plus récents pourront démarrer sans aucun souci. Voilà, donc là je vais arrêter cette machine et je remets host pour le moment, mais je voulais vous ajouter cette petite précision avant de clore la vidéo. J'étais en train de tester juste avant de monter. C'était bien la petite information qui me paraissait utile à vous fournir. Allez, cette fois-ci, je vous quitte vraiment. Allez, ciao, bye bye.